Bien, ravi de vous retrouver pour cette séance sur Spinoza. Alors la dernière fois on a parlé de John Locke et de la question de la liberté. Et aujourd'hui nous allons parler de Spinoza et du sentiment d'exister. Alors l'idée qu'il faut retenir aujourd'hui, eh bien, c'est que quand je me sens libre, eh bien, je me sens exister. Alors Spinoza, il est l'auteur d'un grand livre de philosophie qui s'appelle l'Éthique. Et l'Éthique, c'est un livre qui prolonge le discours de la méthode de Descartes. Alors deux dates, le discours de Descartes, c'est 1637, et l'Éthique, c'est 1677, donc au décès de Spinoza. Alors je vais insister aujourd'hui sur la notion de sentiment d'exister, car Spinoza nous dit dans le droit fil des analyses de Descartes qu'exister, eh bien, c'est un sentiment avant d'être un fait. En effet, avoir conscience d'exister, pour Spinoza, c'est déjà sentir sa propre existence. Donc pas seulement la connaître, mais la sentir. Donc Spinoza, il développe le « je pense, je suis » de Descartes, que vous trouvez dans le discours de la méthode, et qui, comme vous le savez, on a vu cet automne, est suivi du « je suis, j'existe » qu'on trouve dans la seconde méditation. Alors ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que pour Descartes, l'existence ne se comprend pas, mais avant toute chose, se vit. On en fait l'expérience. Et c'est ça qui attire l'attention de Spinoza dans les textes de Descartes. C'est-à-dire qu'avant de saisir la notion d'existence par mon intellect ou ma raison, eh bien, je dois avant tout en faire l'expérience et sentir ce que cela fait d'exister. Et ça, c'est très important pour Spinoza et pour Descartes, parce qu'on ne peut rien faire en philosophie si on n'a pas ce sentiment de l'existence. Donc on continue le programme de ce printemps. Donc après Berkeley et l'expérience, après Hume et la causalité, après Locke et la liberté, eh bien on en arrive au sentiment que l'esprit humain a d'exister. Et c'est très important, comme je viens de le dire, parce que si je n'ai pas conscience de l'existence, je n'ai pas conscience de ce que je suis, et donc pour Descartes et pour Spinoza, je ne peux pas connaître le monde et je ne peux pas me connaître moi-même. Donc trois parties. Je vais un peu présenter Spinoza et sa philosophie brièvement. Je vais aborder la question de l'existence, le sentiment d'exister, et puis un petit extrait de texte. Alors la vie de Spinoza, brièvement, c'est... la vie de Spinoza est assez mal connue en philosophie. Alors, il naît en 1632, la même année que John Locke, décède en 1677, donc il est né à Amsterdam. Et c'est vrai qu'en France, on dit souvent que Spinoza, c'est l'image, c'est un penseur solitaire, célibataire, sédentaire. Et en fait, Spinoza, c'est quelqu'un de profondément heureux et qui insiste beaucoup dans ses livres sur la joie d'être, le fait d'exister pour Spinoza le rend joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, Spinoza développe toute la notion de joie de vivre, en fait. Et ça, c'est son livre, le grand livre de l'éthique. C'est que Spinoza insiste sur l'importance du fait de se sentir en vie. Donc Spinoza, c'est le premier lecteur de Descartes, pardonnez-moi. Et comme je le disais en introduction, eh bien, c'est celui qui a vraiment pris le texte de Descartes tel quel, sans les interprétations françaises qui commençaient à en être faites à l'époque, donc au XVIIe siècle. Donc ce sur quoi je souhaite insister aujourd'hui, c'est que la vie de Spinoza, eh bien, elle est plus importante ou plus intéressante que ce qu'on a pu en dire en France, notamment à l'époque de Descartes. Et puis je vous ai mis ici la statue qu'on trouve de Spinoza à Amsterdam. Alors c'est très intéressant à savoir, c'est que cette statue date de 2008. Alors Spinoza, il est décédé en 1677. La première statue qu'on lui accorde à Amsterdam, c'est 2008. Vous voyez que ça prend du temps et on attend toujours une statue de Descartes en Bretagne. Enfin, on a déjà le buste à Vannes, donc c'est déjà un premier point. La prochaine étape, c'est la statue. Alors sur la statue de Spinoza, vous remarquez un grand manteau avec des trous et puis des oiseaux dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est le souvenir d'un épisode en fait de sa vie, c'est qu'on a tenté d'assassiner Spinoza à coups de couteau dans les rues d'Amsterdam. Il a réussi à s'échapper, mais il a gardé toute sa vie le manteau en fait, avec les trous, les impacts des coups de couteau. Et Spinoza gardait ce manteau-là parce qu'en fait, il voulait se rappeler que c'était assez dangereux de dire ce qu'on pense. Donc, on risquait un peu son existence, justement.
Et la ville d'Amsterdam va demander à l'artiste en fait de représenter des oiseaux dans ses troupes, parce que l'oiseau, c'est un symbole de liberté. L'oiseau est libre de voler où il veut. Donc c'est très symbolique parce que justement les oiseaux logent dans les orifices où on a voulu éliminer la liberté de penser. Donc Spinoza, il échappe à une tentative d'assassinat. Donc il a une chance que Descartes n'a pas, puisque comme on l'a dit cet automne, Descartes, lui, il échappe pas, quoi. Alors cette statue, elle se trouve dans le quartier juif d'Amsterdam. Et ça va être mon deuxième point, c'est que, évidemment, un élément important à rappeler, Spinoza, il est juif. Il est issu d'une famille juive. Et c'est important à rappeler parce qu'en philosophie, on ne passe pas trop de temps sur ces points-là. Donc je vais un peu développer et je vais également rappeler que la famille de Spinoza, en fait, elle vient d'Espagne. Elle est passée par le Portugal et elle est restée 15 ans à Nantes. Alors ça nous intéresse directement. Pourquoi ? Eh bien, en fait, il faut reprendre le contexte de l'Inquisition espagnole, donc c'est la fin du XVe siècle, 1492. Donc les Juifs sont chassés d'Espagne. Ils arrivent au Portugal, Inquisition portugaise. Et donc, pour la plupart, soit ils vont jusqu'en Hollande, soit, pour certains, en fait, ils s'arrêtent en Bretagne. Alors, c'est intéressant parce qu'on est à la fin du XVIe siècle, et comme je l'ai dit cet automne, eh bien, le père de Descartes, à l'époque, se remarie, en fait, avec la fille du maire de Nantes, qui est Anne Morin. Alors, c'est intéressant à imaginer que le père de Descartes et le père de Spinoza, eh bien, se sont peut-être croisés dans les rues de Nantes à la fin du XVIe siècle. Donc Inquisition espagnole et puis Inquisition portugaise. Alors je le rappelle, simplement pour la petite parenthèse de culture, Spinoza en fait ça vient du mot espagnol espinosa qui veut dire l'épine. Alors en fait c'est une référence à l'épine de la couronne du Christ. Alors c'est vraiment une symbolique forte parce que c'est un peu évocateur de l'éternelle souffrance juive en fait, le tiraillement, les persécutions, mais aussi l'incompréhension entre les juifs et les chrétiens. Et ça va jouer beaucoup dans la vie de Spinoza. Donc le grand-père de Spinoza, il s'appelle Isaac. Le prénom de Spinoza, c'est Benoît, Baruch en hébreu. Et ça veut dire le béni. Donc un contexte spirituel très fort. Alors c'est important à rappeler parce que en philosophie, eh bien, on ne rappelle pas ces détails-là. Alors c'est pas du tout des détails, hein, c'est crucial. Et les Français ont très mal lu Spinoza. Alors je vous ai mis Voltaire ici. Voltaire, vous savez, c'est l'esprit français par excellence au XVIIIe siècle. Donc Voltaire, lui, il aime moquer. Alors Voltaire, c'est pas un philosophe, il écrit des contes philosophiques. Et Voltaire a dit Spinoza, c'est très intéressant, il a tout dit. Le seul problème, c'est qu'il est illisible. Donc une façon de dire que Spinoza, on peut le jeter aux oubliettes de l'histoire, comme Descartes. Alors Voltaire, bon, c'est peut-être, sympathique d'un certain côté, mais d'un autre côté, il se débarrasse de beaucoup de penseurs, et Spinoza doit faire les frais des moqueries de Voltaire. Alors, comme je dis tout le temps avant de lire un auteur, il faut connaître sa vie. Donc, voilà, je vais reprendre brièvement la vie de Spinoza avec vous en 3 points, et vous allez voir que ça va nous introduire au thème de l'existence. Donc, j'étais à l'Inquisition espagnole, 1492. Donc, à l'époque, en fait, en un premier temps, on veut forcer les juifs à être chrétiens. Bon, alors il y en a qui se convertissent, on les appelle les conversos en espagnol, et puis il y a ceux qui ne se convertissent pas. Mais en fait, c'est une demi-conversion, parce que c'est pas parce que vous devenez chrétien que vous cessez d'être juif. Donc les juifs restaient juifs, ils continuent à pratiquer le culte. Donc on les appelait les maranes, los maranos, et los maranos, ça veut dire les porcs. C'est vraiment péjoratif, hein. Et c'est sous ce nom-là qu'ils vont continuer à être appelés à Nantes, mais aussi à Amsterdam. Alors ma petite parenthèse, c'est qu'à la même époque, je vous resitue le contexte historique, eh bien c'est l'époque d'Anne de Bretagne. Alors les Bretons, eux, ils partent pas en exil, il y en a qui partent. Après 1532, les Bretons, ils restent sur le territoire, et comme on l'a dit avec John Locke la dernière fois, c'est pas pour ça qu'ils sont pas moins dépossédés en fait. Alors je vais faire une petite parenthèse, une comparaison entre la situation bretonne et la situation juive, parce qu'il y a peut-être un exil physique pour les Juifs, mais il y a une sorte d'exil spirituel pour les Bretons. Alors 1492, eh bien c'est après 1488, c'est-à-dire Saint-Aubin du Cormier, et donc la mort de François II. Donc à la même époque, Anne de Bretagne prend la suite de son père, et vous avez ce chassé-croisé entre
le contexte breton et le contexte portugais qui vont conditionner les pensées de Descartes et de Spinoza. Et mon point, c'est de dire que si Spinoza s'est intéressé de près à Descartes, c'est parce qu'il s'intéressait à sa philosophie, mais il s'intéressait aussi à la Bretagne. Donc je vais y revenir. Alors je fais une petite parenthèse pour rappeler le petit hommage à Anne de Bretagne, l'artiste à la Mission, voilà, qui est sorti en 2009, au moment où j'avais sorti Descartes breton. Donc je crois que c'était un bon complément et ça fait de la pub. Donc Spinoza, la famille de Spinoza s'établit à Nantes, donc dans les années 1550-1570. Et bon, je ne vais pas trop développer ce point-là, mais simplement retenez ce point que Spinoza aurait pu naître à Nantes. Et en fait, la famille quitte Nantes à peu près au moment de l'édit de Nantes, 1598. Ils arrivent à Amsterdam et donc Spinoza naît à Amsterdam en 1632. Alors, c'est pas du tout de la spéculation, hein. Comme j'ai dit que Descartes, il aurait pu naître à Rennes, c'est qu'en fait, tout le prédisposait à naître à Rennes. Donc, il y a une épidémie de peste, les parents l'envoient chez la grand-mère. Et Spinoza, c'est pareil, il aurait pu naître à Nantes. Et Spinoza à Nantes, ça aurait été très intéressant, quoi. Donc, petite précision également, 1579, vous avez les provinces unies de Hollande, donc les Hollandais qui se constituent sous la forme d'une république. Alors ça, c'est important parce que c'est la première république européenne. Donc 7 provinces, ayant chacune un parlement et un gouverneur, et qui, en droit, restent indépendantes les unes des autres. Alors le modèle hollandais, il va beaucoup intéresser John Locke, hein, mais il va intéresser aussi Descartes, parce que si Descartes va en Hollande, c'est justement pour trouver cette liberté de pensée qui n'existe nulle part en Europe, quoi. Alors vous avez l'Espagne avec l'Inquisition, vous avez la France avec Richelieu. En Hollande, vous avez une liberté de pensée absolue, quoi. Alors pourquoi je rappelle ça, c'est qu'en fait, Spinoza va être exclu de la communauté juive d'Amsterdam, et justement parce qu'il s'intéresse trop à la philosophie. Et Spinoza, il veut vivre à Amsterdam en tant que citoyen de la République hollandaise, et pas en tant que juif. Et ça, c'est très important parce que pour lui, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'on peut être de confession hébraïque tout en étant citoyen d'une république. Le problème, c'est que pour sa communauté, c'était contradictoire. On ne pouvait pas vivre comme les Hollandais, quoi. Et le point crucial, c'est que Spinoza, justement, s'intéresse à la philosophie et lit Descartes. Voilà. Donc ça va être un grand moment de sa vie, c'est qu'en fait, Spinoza va être excommunié. Alors, le terme n'existe pas chez les Juifs, hein. Chez les Juifs, on utilise un mot qui s'appelle le mot érème. En fait, on chasse l'hérétique ou celui qui ne respecte pas les règles de la communauté. Et donc, il est banni, quoi. Donc, je le rappelle parce qu'en fait, Spinoza va définir en tant que philosophe l'importance de la liberté de penser, l'importance du fait d'exister par soi-même, c'est-à-dire en dehors de la communauté. Et en cela, il va montrer ce que la culture juive a de plus spirituel et pas forcément de religieux, quoi. Donc j'ai parlé de Nantes, moi j'insiste pas sur ce point. L'autre point important, c'est le professeur de Spinoza. Alors je disais que Spinoza, il est chassé de sa communauté juive, et il rencontre ce monsieur qui s'appelle Van den Enden, qui est un jésuite. Et ce monsieur-là va faire découvrir à Spinoza Descartes. Voilà. Donc Van den Enden, c'est un passionné de Descartes, hein. C'est un ancien médecin. Et en fait, il arrive à Amsterdam pour ouvrir une librairie. Et dans sa librairie, il va donner des cours de philosophie. Voilà, c'est comme ça que Spinoza découvre Descartes. Alors, c'est pas pour ces raisons que je vous parle de Van den Enden, parce que ce monsieur, qui est un intellectuel, un érudit, quoi, vraiment un savant de son temps, et bien en fait, c'est aussi un activiste. C'est qu'il participe à beaucoup de projets, et notamment avec des Bretons. Alors, je le développe parce que j'ai écrit un livre sur Spinoza, donc j'ai fait des recherches là-dessus. Pour la parenthèse, c'est pas difficile de trouver des livres de Descartes en Hollande, puisque Descartes habitait à Amsterdam. Donc tout le monde pouvait trouver des livres de Descartes partout, quoi. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce monsieur, alors Van den Enden, il a fini à la Bastille. Il a été emprisonné à la Bastille, il a été exécuté. Voilà.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il a tout simplement participé à un projet de destitution de Louis XIV. On voyait qu'il s'attaquait à quelque chose d'assez risqué. Et en fait, c'était un idéaliste. Il voulait instaurer un projet de république à la hollandaise, comme je viens de le dire, en Normandie. Alors vous voyez, l'enjeu stratégique, c'est que la Normandie, c'est entre Paris et la Bretagne. Et en fait, il a rencontré des Bretons qui ont été intéressés par le projet, et notamment un certain Louis de Rohan. Donc la famille de Rohan, je ne me présente pas, très connue en Bretagne. Et ce Louis de Rohan, alors je vous donne les dates si vous intéresse, 1635-1674, eh bien il a été lieutenant général en Bretagne, et notamment à Nantes. Alors ce qui se passe en fait, c'est que, voilà, je vais vous emmener un peu dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'en 1674, il y a un accord en fait entre les Hollandais et les protestants français pour un débarquement hollandais en Bretagne. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je fais référence à la bataille de Camaret en 1674. Alors à l'époque, c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est de débarquer des troupes hollandaises. Donc à Camaret, il y a des Anglais qui participent à ça aussi. Le problème, c'est que c'est un échec total. Donc le but, c'était de détruire une partie de la flotte française à Brest et de débarquer des Hollandais en Bretagne. Donc c'est un échec. Vous connaissez la tour Vauban à Camaret, c'est Vauban qui arrête le projet. Et donc Van den Anen participe à ce projet, de Rohan aussi. Ils sont arrêtés à Bruxelles et bon, ils sont exécutés tous les deux, quoi. Alors juste pour la parenthèse, on est en 1674, donc c'est un parallèle que les historiens font souvent. Vous savez que 1675 en Bretagne, c'est la révolte des bonnets rouges. Donc on peut penser que cette tentative hollandaise de débarquement a eu des impacts après et que ça a un peu encouragé en fait les villageois locaux donc pour se rebeller en fait. C'est les prémices un petit peu de la Révolution française. Et je ne le dis pas par hasard parce que cette révolte des bonnets rouges en Hollande, évidemment, ça va attirer l'attention. D'une part parce que, comme je l'ai dit cet automne, tout le monde savait en Hollande, en tout cas les milieux concernés, que Descartes venait de Rennes, en tout cas il faisait des allers-retours avec la Bretagne. Et les Hollandais connaissent bien leur histoire aussi, c'est que tout le monde savait en Hollande que débarquer en Bretagne, c'était une manière aussi de freiner Louis XIV, qui avait des projets d'envahissement de la Hollande. Donc des intérêts bretons et hollandais qui se croisent, et vous voyez où je veux en venir, c'est que Descartes et Spinoza, ils sont liés par la philosophie, mais ils sont liés aussi par leur contexte culturel. Alors j'en viens à la condamnation de Spinoza. Vous comprenez qu'il s'intéresse à Descartes, il s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse à la politique. Alors pour sa communauté juive, c'en est trop. Je vous ai mis ici le texte qu'on trouve assez facilement dans les livres d'histoire. C'est le texte en fait de la condamnation de Spinoza, enfin le RM. Alors je vais juste le lire avec vous parce que pour l'époque c'est d'une violence exceptionnelle, quoi. Alors je lis, le dit Spinoza sera exclu et écarté de la nation d'Israël à la suite du RM que nous prononçons en ces termes. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté. Alors qu'il soit maudit, bon je passe les détails, et j'en viens au dernier paragraphe où il est dit « Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale, qui ne lui soit rendu aucun service, et que personne ne l'approche, que personne ne lise aucun de ses écrits. » Alors c'est une violence extrême. Donc Spinoza ne quitte pas Amsterdam, il reste à Amsterdam, et il ne peut plus vivre en fait avec la communauté juive, quoi. Alors il va se convertir, il va devenir polisseur de lentilles pour les lunettes, il va gagner sa vie comme ça, et puis il va commencer à écrire. Donc il devient philosophe, Spinoza. Alors il écrit les livres que je vous ai mis là. Donc j'ai parlé de l'éthique, il y a aussi le traité de la réforme de l'entendement et le traité théologico-politique. Donc deux idées. Pour Spinoza,
il est important de réformer sa pensée, c'est-à-dire qu'il faut en fait appliquer ce que Descartes dit dans le discours de la méthode, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, en faire retour sur soi. Et pour Spinoza, c'est pas seulement un acte intellectuel, c'est un acte existentiel.